Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour et bienvenue dans une autre de nos émissions de Nos francophones ont du talent sur les ondes de Choc FM 105.1 et sur notre page YouTube, sur tous nos canaux connectés multimédia. Vous pouvez retrouver ces émissions en audio et en vidéo. Elles seront également disponibles sur notre site internet chocfm.ca. Aujourd'hui, c'est un acteur incontournable de notre communauté depuis maintenant plusieurs décennies, gestionnaire d'organismes franco-ontarien bien connu, celui du comté de Simcoe notamment, et directeur général aujourd'hui de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, et ce depuis 2011, si ma mémoire est bonne. 2012. Mon invité aujourd'hui, c'est Peter Hominuk, invité sur lequel on ne pouvait pas faire l'impasse, bien évidemment, dans le cadre de Nos francophones ont du talent. Peter, bonjour. Bonjour Guillaume, puis merci beaucoup de l'accueil. Merci à toi, merci de te prêter à ce jeu du portrait pour Nos francophones ont du talent. Je rappelle en quelques mots le principe. On va essayer de revenir en arrière dans ton parcours professionnel et ton parcours personnel, depuis tes origines, ton parcours éducatif et puis évidemment ton parcours professionnel et tes nombreux engagements au sein de la communauté pour apprendre à mieux te connaître, pour apprendre qui est l'homme derrière le directeur général de l'AFO. On va peut-être commencer par tes origines. Je crois que tu es né à Welland et tu as des origines, comme beaucoup d'entre nous en Ontario, un petit peu internationales. Est-ce que tu veux nous en parler? Bien, merci pour la question, Guillaume. En effet, je suis un petit gars de Welland, dans le sud de l'Ontario, ma région natale, où il y a une belle communauté francophone. Il y avait à peu près 8000 francophones à ce moment-là, quand je grandissais là. Moi, ma mère est francophone, elle dit canadienne-française, elle dit franco-ontarienne aujourd'hui, et d'un père ukrainien. C'est pour ça que j'ai un bon nom francophone comme Hominuk. J'ai eu la chance de grandir dans une famille avec les deux cultures qui étaient un peu mélangées dans la ville de Welland où j'ai participé, je suis allé à l'école élémentaire secondaire en français, où beaucoup de ma famille était du côté francophone et du côté ukrainien. Donc, j'ai une belle enfance dans une belle région, mais où on sent des fois où on est isolé comme francophone. On ne voit pas nécessairement les liens avec la francophonie provinciale ou des autres régions. Alors, on va se focaliser bien évidemment sur l'Ontario et sur la région de Toronto, peut-être encore plus tout à l'heure, mais je ne peux pas m'empêcher de te demander, Peter, j'imagine que tu es très concerné par la guerre en Ukraine depuis maintenant un an. Est-ce que tu as encore de la famille là-bas? Est-ce que tu as des attaches? J'ai pas de famille, là, à ce que je sache. Écoute, il doit y avoir des liens familiaux. Mon grand-père avait 5 ans quand ils sont immigrés au Canada au début des années, je pense que c'était 1905-1910. Et ma grand-mère, elle, est née en Ontario, au Canada. Et donc, on a cette attache. C'est donc ma grand-mère est décédée il y a 1 an, 2 ans maintenant. J'ai eu la chance de retrouver dans ces choses les documents de l'immigration de mon grand-père. J'ai trouvé des photos que je ne savais pas qu'elle ne nous avait pas nécessairement montrées, mais c'est beau de voir. Puis le sacrifice que mes arrière-grands-parents ont fait pour venir au Canada, pour assurer un meilleur avenir pour la famille. Et je regarde aujourd'hui, bien que je suis fier d'être ukrainien, je suis aussi très fier d'être francophone. J'œuvre vraiment au sein de la communauté franco-ontarienne, mais ces origines-là, cette attache-là à l'Ukraine reste toujours là. C'est vraiment triste de voir ce qui se passe, mais c'est aussi une source de fierté de voir le peuple ukrainien se rallier et de contrer tout ce qui se passe venant de la Russie. Et le soutien canadien, j'imagine, est cher à ton Absolument. cœur.
Le gouvernement canadien fait bien les choses avec l'Ukraine depuis plusieurs années. Il y a beaucoup d'appui de la part du gouvernement de M. Trudeau. Avant aussi, le gouvernement de M. Harper apportait beaucoup d'appui. Je crois que la communauté ukrainienne la plus large à l'extérieur de l'Ukraine est au Canada. Au Est moins, au Canada. ça l'était Ouais. avant la guerre. Oui, ouais, c'est ça, une très grande communauté ukrainienne, une diaspora. Et donc, bah, évidemment, nos pensées vont au peuple ukrainien encore une fois aujourd'hui. On vient de fêter ce triste anniversaire des 1 an de cette guerre inimaginable. Et on en reparlera très certainement, peut-être au cours de cette entrevue, mais on va se focaliser sur ton parcours. Quand tu grandis à Welland, quels sont tes rêves d'enfant? Est-ce que tu te vois impliqué dans cette communauté francophone, franco-ontarienne déjà? Est-ce que c'est important pour toi de parler français à ce moment-là, ou est-ce que tu as d'autres rêves en tête? C'est définitivement important pour moi, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas toujours tangible. Quand on est jeune, on grandit dans une région très minoritaire. J'ai trouvé une cassette il n'y a pas longtemps de moi qui parlais français. Disons que mon français n'était pas le français que je parle aujourd'hui. Mais autour de tout ça, des belles écoles publiques dans le temps. Il n'y avait pas d'école catholique dans le coin où j'ai vraiment senti mon appartenance à la francophonie, l'école secondaire Confédération, qui était la première école francophone publique secondaire en Ontario. Ça a été mon école secondaire. Je me suis beaucoup impliqué au secondaire. Je me suis beaucoup impliqué dans les clubs, dans le journal d'école. J'ai été président du journal d'école. J'ai été président du club de plein air. Je suis aussi devenu président du conseil des élèves. Donc, j'ai tombé dans la marmite du français quand j'étais jeune. Puis, en plus de mes implications au sein de l'école, il y a des gens qui m'ont impliqué aussi dans la francophonie ontarienne à travers des organismes jeunesse comme Direction Jeunesse, l'Association de la presse jeunesse. Donc, j'ai eu la chance de découvrir un monde qui était plus large que la francophonie que je vivais à Welland, qui était quand même très bien, mais on réalise qu'on n'est pas tout seul dans ce monde en termes de francophonie. Puis, je veux dire, Guillaume, tu es à Toronto, on sait, on est envahi dans une masse anglophone où il y a beaucoup de francophones, mais ne sont pas toujours faciles à trouver, c'est pas toujours facile de connecter. Un peu plus facile dans des plus petites communautés comme Welland. Mais tu sais, notre accès à des spectacles culturels ou à des activités, la radio, on avait Radio-Canada, on avait la télé de Radio-Canada, on avait TFO les fins de semaine. C'était la chaîne à ce moment-là. Donc, notre accès à des choses en français était plutôt limité, malgré qu'on avait un beau magasin de livres à Welland aussi. Alors, tu as parlé de ton engagement communautaire très jeune dans des associations d'élèves, des journaux même, et j'espère que ça va inspirer notre relève à s'engager là aussi, parce qu'on voit le chemin parcouru pour toi. Je sais que tu as travaillé dans différents organismes et notamment à TFO que tu viens de mentionner, on en parlera tout à l'heure, mais si on avance un tout petit peu dans le temps, vers quelles études t'es-tu destiné à ce moment-là? Moi, je suis allé du secondaire au marché du travail. J'ai fait un peu de collégial, quelques cours universitaires, mais la situation familiale à ce moment-là ne m'a pas vraiment permis de continuer mes études postsecondaires. C'est quelque chose que j'ai... je suis allé pour un mini MBA il y a quelques années avec McGill que j'ai trouvé très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, mais on va dire que j'ai appris beaucoup sur le tas au sein des organismes communautaires. Puis avec les gens avec qui j'ai travaillé au cours des années. Donc, je me considère très chanceux. Peut-être que c'est une des raisons pourquoi je milite tellement pour les institutions postsecondaires en français en Ontario. Ça, c'est courageux d'avoir réentrepris des études et un MBA sur le tard. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, mais moi, je te tire mon chapeau parce que je sais à quel point il est difficile de concilier la vie professionnelle et tes nombreuses responsabilités avec ce type d'études. Mais malgré tout, encore une fois, cela prouve que c'est possible et ça va peut-être vous inspirer, chers auditeurs. Quel a été ton premier vrai travail finalement, Peter? Quel a été ton premier
et le travail qui t'a en tout cas le plus marqué, qui t'a mis le pied à l'étrier dans la communauté? Mais c'est drôle, même au secondaire, vous savez, les ordinateurs, c'était très nouveau quand j'étais au secondaire. On parle de 1983, 84, 85. À l'école secondaire, on m'avait embauché pour donner des cours informatiques en français à des adultes le soir. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'étais un nerd. Je ne sais pas s'il y a une traduction française du mot nerd ou vraiment toujours très intéressé par la technologie. Donc, j'ai eu la chance de donner des cours. Par la suite, j'ai même travaillé au journal de la ville de Welland, le journal anglophone, où je m'occupais des camelots qui passaient les journaux. Mais mon vrai premier emploi dans la francophonie était un emploi avec l'ACFO Huronie, malheureusement un organisme qui n'existe pas aujourd'hui. Mais j'étais responsable à ce moment-là. L'ACFO avait eu des fonds pour embaucher un coordonnateur de projet pour le Festival de la Saint-Jean-Baptiste à Welland, qui était un partenariat entre le Club Richelieu, l'ACFO et plein d'autres organismes francophones de la région. Tout le monde faisait leur part, puis on a organisé vraiment un beau festival cette année-là. Guillaume, je ne sais pas si tu as jamais vu des courses de cochons, mais on avait même venu quelqu'un qui avait organisé des courses de cochons, des spectacles musicaux. Il y avait un monsieur avec un vieux bazou qui faisait toutes sortes d'interactions. Vraiment, ça a été une activité tout à fait fantastique qui m'a encore qui m'a donné la chance de voir comment on peut impliquer la francophonie, d'assurer que la francophonie a besoin d'être le fun aussi pour les gens, parce que des fois, on est très sérieux dans la francophonie ontarienne. On oublie des fois. Ça, je suis content de t'entendre dire ça, parce que c'est vrai qu'on est trop sérieux parfois. On a beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses qui pèsent sur nous, et parfois on se sent effectivement un petit peu comme tu le disais, envahi, ou en tout cas, on est en situation minoritaire et on s'en ressent, et on est trop sérieux parfois. Mais c'est vrai que la francophonie, c'est aussi et avant tout peut-être la culture et le fun. On peut s'amuser. On a des magnifiques communautés qui organisent tout au long de l'année des festivités, des événements, de la musique et beaucoup d'autres choses. Et on doit vraiment mettre l'accent là-dessus, je crois. Et les courses de cochons. Il ne faut pas oublier les courses de cochons. J'avais jamais vu ça avant. C'est vraiment quelque chose. Je ne sais pas si on peut encore faire venir ça des festivals, mais ça avait été un événement qui avait sorti. C'était quelque chose de nouveau. Les gens voulaient voir c'était quoi, mais aussi des spectacles musicaux. Puis j'ai vraiment eu la chance dans mon travail, par la suite aussi de contribuer de façon importante dans des festivals. Suite à mon travail à l'ACFO Huronie, j'ai eu la chance d'aller travailler dans un organisme provincial nommé Direction Jeunesse comme agent de développement pour le centre-sud-ouest de l'Ontario. J'avais mon bureau à Welland, j'étais responsable pour les communautés francophones dans tout le centre-sud-ouest, de Windsor à Penetanguishene, pour s'assurer que les jeunes âgés entre 15 et 30 ans voyaient des avenues. Sur la FESFO, elle s'occupait des écoles. Direction Jeunesse s'occupait du hors scolaire, des maisons de jeunes, les coopératives jeunesse de service, des activités qui aidaient les jeunes à transitionner vers le milieu du travail, des activités de ce genre-là. C'était un organisme qui a joué un rôle clé dans la création des collèges dans le sud puis dans le nord de l'Ontario. Direction Jeunesse a été un des joueurs très importants dans ce dossier-là, c'est certain avec la FESFO. Je trouve dommage que cet organisme-là n'existe pas aujourd'hui, mais il a quand même laissé sa marque dans l'histoire franco-ontarienne. Mais j'ai été là, je pense, 5-6 ans. J'ai même accédé au poste de directeur général pendant une période de temps. On avait vu à ce moment-là un organisme qui était en transformation, qui travaillait beaucoup avec les jeunes du postsecondaire et qui avait aussi changé ses opérations vers les jeunes entrepreneurs. Et le bureau provincial, quand j'étais directeur général, était à Toronto. 2 rue Carleton, qui n'est pas loin de vos bureaux, que les gens connaissent bien. Et on avait instigé avec un autre organisme
des mondiales de l'entrepreneuriat jeunesse. C'était des conférences internationales tout à fait fascinantes. Je trouve que ça manque. Tu sais, on faisait plus d'international dans les années 90 qu'on fait aujourd'hui d'une certaine façon, mais Alors, on avait. quand tu dis international, pour bien comprendre, il s'agissait de faire venir des jeunes également de l'étranger ou de mettre en relation des jeunes. Je ne comprends pas comment ça fonctionnait. C'était les deux. Sur le mondial de l'entrepreneuriat jeunesse se passait dans la région d'Ottawa et c'était vraiment une conférence internationale, mais qui était basée en Ontario, qui voulait voir l'Ontario rayonner avec des jeunes entrepreneurs de partout sur la planète. Mais on les faisait venir dans la région d'Ottawa justement pour faire des affaires. Puis il y avait des ententes qui étaient signées entre les différentes entreprises. Et on mettrait vraiment en vedette les jeunes entrepreneurs francophones de l'Ontario pour ouvrir des portes. C'était vraiment une belle activité financée en partie par l'ACDI à ce moment-là et puis, je pense qu'il y a eu 5 ou 6 mondiales. Moi, j'ai été là pour, je pense, 1 ou 2 mondiales. Par la suite, je suis allé travailler à TFO, mais ce moment-là des mondiales reste quelque chose de très marquant pour moi. Et Boutros Ghali, qui était le secrétaire général de l'OIF à ce moment-là, était venu au mondial dire bonjour aux gens. Je m'en rappelle, j'ai rencontré Boutros Ghali. Wow. Tu sais, je pense que j'avais 22, 23 ans. C'était quand même assez remarquable. Ah oui, donc tu es très jeune à ce moment-là. Si je comprends bien, très jeune, tu as eu l'occasion, la chance de pouvoir voyager un peu partout dans l'Ontario et de tisser déjà un réseau, des liens, là, de rencontrer des gens et des organismes qui probablement sont restés importants pour le reste de ton parcours. Absolument. Mon travail de direction jeunesse, bien que mon travail était dans le sud de l'Ontario, aux rencontres annuelles, au conseil d'administration, on avait des gens de partout en Ontario qui se regroupaient pour ces rencontres-là. Et c'était vraiment des connaissances que j'ai faites avec des gens avec qui je suis encore connecté aujourd'hui, des gens avec qui j'ai encore des liens, des gens avec qui je fais encore affaire. Je dis les valeurs que j'ai apprises au sein de cet organisme-là, de direction jeunesse, le par et pour, les mots qu'on utilise encore aujourd'hui, que les jeunes utilisent encore aujourd'hui, de s'assurer que tout ce qu'on se fait est du bas vers le haut. Que ça peut jamais être du haut vers le bas, sont des valeurs avec lesquelles je travaille encore aujourd'hui à l'Assemblée de la francophonie. Et cette influence-là en est une qui pèse encore de façon importante dans la façon que moi j'interagis avec les gens puis que je vais chercher les gens pour travailler avec moi. Alors, il y a aussi une facette de ton travail qui se rapproche un petit peu ou beaucoup même de notre radio communautaire, en tout cas des médias. Tu disais tout à l'heure que ensuite tu as travaillé à TFO. Je crois que tu étais agent de planification stratégique. C'est ça, je travaillais, TFO était encore à l'intérieur de TV Ontario à ce moment-là. J'ai commencé là en 1997, je pense que j'avais 29 ans. À ce moment-là, et j'ai eu la chance de travailler avec Claudette Paquin, Jacques Ben-Simon, qui était le directeur en chef de TFO. Je faisais des choses, j'écrivais les discours de M. Ben-Simon, je m'occupais des relations communautaires, j'appuyais Mme Paquin, Claudette Paquin, avec la planification stratégique. Ça aussi, ça m'a donné la chance de voyager beaucoup autour de la province, de voir les organismes en action, de voir le travail qui se faisait vraiment au niveau provincial et au niveau national aussi, parce que c'est souvent moi qui étais le représentant de TFO à ces activités-là. C'était vraiment intéressant et c'est des moments marquants parce je vois de plus en plus le petit gars de Welland qui voit l'implication, la différence qu'on est capable de faire, la façon qu'on interagit avec les autres, soit en militant pour des collèges au sein de Direction Jeunesse, de voir le travail, l'influence qu'on est capable d'avoir au sein de TFO. C'est des moments qui sont marquants. Oui, tu as un souvenir en particulier lorsqu'il s'agit de TFO, peut-être un souvenir marquant ou une rencontre qui t'a inspiré ou peut-être un accomplissement que tu voudrais mentionner ici?
Le travail de TFO, il y a les relations communautaires, mais il y avait aussi la vente du signal de TFO à l'extérieur de l'Ontario. J'avais appuyé Claudette Paquin avec ce travail-là. Moi, à un moment donné, j'ai fait partie de coupures qui ont eu lieu parce que le gouvernement provincial voulait que TV Ontario se sente un peu plus sur les nouveaux médias. On était, je pense, une quarantaine en 2000 qui ont été remerciés de nos services. Hein. Mais ça a été, on venait de rentrer, je pense qu'un million et demi justement pour aider la programmation francophone et on nous dit après, ben, il n'y a pas assez d'argent pour vous garder. Mais ça me fait rire un peu parce que autant que ça a été difficile sur le coup, parce que j'étais à 3 mois de me marier, j'étais. Ça tombait, mais le calendrier était mauvais, là. C'est ça, mais quand je regarde, c'est peut-être une des bonnes choses dans ma vie qui est arrivée. J'adore TFO, j'adorais TV Ontario, mais ça m'a poussé à faire des nouvelles choses que j'aurais peut-être pas fait et je serais peut-être pas où je suis aujourd'hui si ce n'était pas de cet incident-là, on va dire, à ce moment-là, en l'an 2000. Ensuite, après cette transition de 2000, donc, quels sont tes nouveaux engagements à ce moment-là? Mais c'est là que j'ai découvert la clé de la baie. La clé de la La clé de la baie baie, c'est à ce moment-là? Oui, je suis arrivé là en 2000. Le 1er août, je pense que je débutais. Je me suis marié le 12 août. Donc, tout ça s'est passé en même temps. Mon épouse m'a suivi dans cette région-là. On a passé 11 ans dans le coin de la baie Georgienne, dans le coin de Barrie, Penetanguishene. Des moments vraiment, vraiment intéressants, des gens incroyables. J'adore cette communauté. Et je dois dire, l'eau me manque encore. La baie Georgienne, elle a un élément magique qui me manque dans la région d'Ottawa aujourd'hui. On ne dira pas aux gens d'Ottawa. On est à Toronto en ce moment. Mais moi, j'arrive à la Clé de la Baie. C'est un organisme qui venait de fusionner 3 organismes existants il y a peut-être 2-3 ans avant, qui était commençait à être solide, mais qui était encore un petit peu ballottant, on dirait. J'arrive, il y a une équipe de 5 personnes, c'est le centre culturel, c'est la radio communautaire et la CFO régionale qui sont combinés sous ce même chapeau dans un édifice historique de grande importance dans cette région-là. C'est la Clé de la Baie, c'était le centre d'activité française, mais ça a aussi été l'école de la résistance qui est tellement importante dans l'histoire franco-ontarienne des luttes scolaires qui ont eu lieu. Puis il y a quelque chose de mythique au sujet des gens de Penetanguishene, La Fontaine, puisqu'il y a une réputation de gens qui se sont battus, qui se sont ralliés, une communauté qui s'est tenue pour aller chercher son école secondaire à ce moment-là. Puis cette lutte-là, elle a été très marquante au sein de cette communauté-là. J'ai eu la chance de travailler là. Comme je dis, j'arrive, il y a 5-6 employés. Je pars 11 ans plus tard, on était 60. Donc, le développement communautaire qu'on a été capable de faire dans cette région-là a été vraiment intéressant. Absolument extraordinaire. Donc, on peut dire vraiment que tu as transformé cet organisme communautaire. Oui, c'était vraiment intéressant parce qu'on avait la radio communautaire qui était comme le cœur de la communauté, mais qui avait des difficultés financières. C'est pas toujours évident. Je veux dire, tu sais, la vente de publicité dans des petites communautés, la vente de publicité en français, c'est pas toujours facile. Tu es toujours en train de courir après des subventions. Puis c'est à ce moment-là, la Clé de la Baie avait une entente avec le Collège Boréal, le Collège des Grands Lacs dans le temps. Puis le Collège des Grands Lacs était en train de fermer à ce moment-là, mais la Clé de la Baie avait l'entente pour gérer le centre d'emploi. Et quand le collège a fermé, la Clé de la Baie, on a repris l'opération directe du centre d'emploi à Penetanguishene. Et je pense que c'est là que j'ai réalisé que mon approche entrepreneuriale pouvait apporter beaucoup. On a rajouté ça. Par la suite, on avait fait une étude sur les besoins de la petite enfance dans le comté de Simcoe. À ce moment-là, il n'y avait pas de garderie dans cette région-là. Il n'y avait pas de centre de la petite enfance. On a mis en place
des centres de la petite enfance. La Clé de la Baie avait eu la plus grosse subvention dans la province à ce moment-là pour ouvrir 2 centres de la petite enfance, un à Penetanguishene, un à Barrie. Et ça a été intéressant, puis la radio a été un des éléments importants parce que la radio est devenue le véhicule de communication à ce moment-là. Par la suite, on a ouvert sur une période de plusieurs années 6 garderies. On a rajouté par la suite même des services de travailleuses sociales à la communauté. Quand je pense à mes années dans le comté de Simcoe, les liens que j'ai pu tisser avec des groupements anglophones ont été vraiment clés. Je disais, je suis prête à souffrir pour ma communauté. Je vais parler anglais pour que les francophones puissent avoir des services en français. J'ai appris comment travailler avec d'autres. J'ai fait partie d'une coalition pour les enfants et les familles dans le comté de Simcoe. J'étais le seul francophone autour d'une table de 50 DG d'organismes. Et je me sentais souvent comme la police francophone dans les premières années. C'est What about the French services? Et puis, à un moment donné, j'ai plus été obligé de le faire. Les gens ont commencé à le faire pour moi. Puis je pense, tu sais, des fois, c'est pas ce que tu demandes, c'est la façon que tu le demandes. C'est des leçons importantes. Puis on a pu tisser des liens avec d'autres organismes qui ont commencé à nous dire on va vous contracter nos services en français parce que ça ne fonctionne pas chez nous. Puis on pense qu'au sein d'une équipe qui peut offrir des services en français, ça peut bien fonctionner. C'est un peu comme ça qu'on a réussi à aller chercher certains services. Alors, c'est ça la recette du succès, c'est de faire beaucoup de lobbying, si tu me pardonnes le terme anglophone, et d'aller convaincre les décideurs, d'aller vraiment au devant et de porter les services en français de pousser à ce que les services en français soient développés dans les régions. Oui, puis quand je regarde, comme je t'ai dit, je suis arrivé, il y avait un budget de peut-être 500 000 5-6 employés. Quand je suis parti, 11 ans plus tard, on avait 60 employés, un budget de 2,7 millions. Et cet organisme-là va encore bien. J'entends dire que le budget est entre 3 et 4 millions aujourd'hui, que l'équipe est encore plus grande et qu'il y a encore plus de services qu'il y avait avant. Donc, c'est possible en utilisant des approches entrepreneuriales de réussir dans des petites communautés et de faire des choses qui vont vraiment aider à desservir les francophones d'une région. Je te parlais avant de la coalition pour les enfants, les familles. Une des grandes sources de fierté que j'ai dans le comté de Simcoe, c'est que j'ai été élu président de cette coalition-là d'une 50aine d'agences. Tu avais les conseils scolaires anglophones, l'aide à l'enfance, YMCA, tous ces groupes-là qui travaillaient vraiment pour des services à l'enfance. J'ai été élu président, puis une des choses qu'on a fait pendant que j'ai été président, c'est qu'on a fait une charte des droits des enfants dans le comté de Simcoe, qu'on a faite en français, en anglais et en Ojibwe. J'ai eu la chance de beaucoup travailler avec les communautés autochtones dans cette communauté-là. Et cette charte d'engagement-là a été signée par tous les organismes qui étaient membres de la coalition et aussi par les 11 municipalités du comté de Simcoe qui ont toutes et tous signé cette charte d'engagement-là. Et pour moi, c'est une source de grande fierté parce que ça disait, peu importe qui tu es, tu as droit à des services, puis tu as droit de les avoir adaptés culturellement à toi. Alors, une décennie de croissance avec la Clé de la Baie, beaucoup de réussite, beaucoup de sujets de satisfaction. On va avancer un petit peu dans le temps pour se rapprocher de tes fonctions actuelles. Si tu veux bien, Peter, explique-nous comment est-ce que tu es arrivé à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Je dois t'avouer que quand je travaillais à la Clé de la Baie, je regardais souvent les choses qui se passaient à Ottawa. Puis je me disais, qu'est-ce qu'ils font tout ce monde-là pour nous autres? Tous ces organismes provinciaux-là, qu'est-ce qu'ils font pour nous représenter? C'est quoi l'impact de ces représentations-là? Puis pour dire, quand tu as eu la chance de travailler au sein d'une communauté, on peut voir l'impact qu'on est en train d'avoir. Tu ouvres une garderie, tu vois 24 enfants à l'intérieur de la garderie, tu vois l'impact sur les familles. Quand tu travailles au niveau provincial, des fois, tu travailles au niveau politique, puis il faut être capable de trouver la façon tangible dans laquelle on est capable d'avoir ces impacts-là. Je regardais souvent les groupes à Ottawa, je me demandais
qu'est-ce qu'ils font pour nous? Puis l'AFO, ça faisait pas longtemps qu'elle était née. Je pense que ça faisait 6 ans qu'on avait transitionné de l'ACFO provincial à la nouvelle structure de l'Assemblée de la francophonie, beaucoup plus englobante, avec beaucoup plus de membres, puis vraiment une membriété ouverte d'associations locaux, régionaux, provinciaux, ainsi que des institutions et des individus. Et moi, qui avais tombé dans la marmite quand j'étais plus jeune, qui participait aux assemblées générales annuelles de l'ACFO provincial et de l'AFO depuis plusieurs années, je me suis dit, je veux aller travailler là, puis je veux faire cette différence-là. Je me sens prêt pour ces défis-là. Suite au travail que j'avais fait à la Clé de la Baie. Et donc, j'ai déménagé la famille. À ce moment-là, on avait 2 enfants, j'étais encore jeune. Mon épouse qui me suit toujours, je suis très chanceux. De la chance, c'est bien. On déménage dans le coin d'Ottawa. J'ai passé les 6 premiers mois ensemble pendant que les enfants finissaient leur année scolaire. Ma femme qui travaillait comme enseignante à ce moment-là aussi voulait finir son année scolaire et on se retrouve à Ottawa où je me retrouve avec un organisme provincial qui est assez nouveau, qui avait été le résultat d'une fusion de 2 organismes, la DECO, l'ACFO provincial, où il y avait des philosophies un peu différentes de fonctionnement et on a su, avec notre président Denis Vaillancourt à ce moment-là, d'apporter ce mariage-là, de le rendre plus fonctionnel comme mariage, en faisant un plan stratégique communautaire, un plan stratégique interne qui a vraiment mené à des discussions de qu'est-ce qu'on veut être, comment on veut agir, comment on veut faire ces choses-là. À ce moment-là, le conseil d'administration de l'AFO était de 24 personnes. Une des choses qu'on a réussi à faire. et vraiment, chapeau aux administrateurs qui étaient là à ce moment-là, parce que les administrateurs ont voté de façon unanime à réduire le CA à 11 personnes. C'est plus facile à gérer. Tu as beaucoup de personnes qui ont voté pour plus siéger sur le conseil d'administration. Parce qu'à ce moment-là, on avait des représentants régionaux, présidences, des représentants des minorités raciales, puis on avait 15 secteurs autour de la table. En gros, on élimine les secteurs, sauf qu'on garde des représentations de femmes, jeunes et aînés, qu'on appelle des groupes identitaires. Et donc, c'est un des grands premiers pas dans la restructuration de l'AFO. Et c'est là que les tables de concertation ont débuté, des tables qui regroupaient les directions générales des organismes provinciaux, les directions générales du centre-sud-ouest, les directions générales du nord, puis les directions générales de l'est. Et on a commencé à travailler ensemble. C'est là que j'ai vraiment constaté à ce moment-là que les gens ne se connaissaient pas, que ça faisait plusieurs années qu'on n'avait pas eu la chance d'aller se parler, de parler des enjeux régionaux, de parler des enjeux aussi des groupes, les difficultés qu'ils vivaient. J'ai beaucoup travaillé avec une firme de consultation à Ottawa, Discutus, qui n'avait pas ce nom-là à ce moment-là, mais Alain Vachon. Et on a mis en place tout un programme de formation, de transformation communautaire pour amener les gens à mieux collaborer. Parce que les gens, c'est drôle, en francophonie, on avait comme de la misère à travailler ensemble. Et en utilisant les méthodologies de Patrick Lencioni, les tests DISC, qui sont un peu des tests de personnalité, on a fait ça dans toutes les régions, auprès de toutes les directions générales. Et on s'est donné comme un cadre de travail dans lequel on disait, voici les règles du jeu, comment nous, on va travailler ensemble comme communauté. Et si j'en parle, parce que ça devient très important quelques années plus tard, mais cette capacité-là de vouloir, de pouvoir, de dire on n'est pas des compétiteurs, on est des collaborateurs. Oui, on va compétitionner des fois pour des fonds, mais si on collabore, peut-être qu'on va aller chercher plus de fonds. On va s'entraider aussi. On va se connecter avec des gens d'autres communautés. Parce que les gens de Welland et les gens de Windsor vivent les mêmes problématiques. Les gens de Toronto vivent les mêmes problématiques que les gens dans d'autres communautés aussi. Les communautés vivent les mêmes problématiques, mais on pense qu'elles sont uniques à nous. Et qu'on soit une grande communauté ou une plus petite communauté, ces éléments-là deviennent vraiment importants dans l'interaction humaine. Et ça a été marquant. Donc, on voit ce travail-là qui a été fait. On voit l'AFO jouer un rôle de plus en plus politique
Parce que quand je suis arrivé, on commençait à faire un peu de travail politique, mais on se limitait beaucoup au gouvernement ou à des francophones qu'on connaissait au sein du gouvernement. Aujourd'hui, la machine politique de l'AFO, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus influente qu'elle l'était à ce moment-là. Et je veux dire, on va parler sans doute de la résistance dans quelques minutes, mais tu sais, ça a été des éléments marquants qui a changé un peu le ton de discours, la méthode de discours avec le gouvernement provincial. Alors, avant la résistance, moi, je suis arrivé ici en 2015 et j'ai découvert les célébrations du 400e anniversaire. J'imagine que tu veux peut-être nous dire quelques mots parce que moi, j'ai découvert en arrivant une communauté vibrante, dynamique et aussi portée sur son histoire. Moi qui suis historien de formation, j'ai été charmé par ces célébrations. Alors, j'imagine que tu as eu un rôle important à y jouer. Oui, l'AFO s'est retrouvée à un moment donné à la demande du gouvernement de l'Ontario de reprendre le mandat de l'organisation de ce qu'on a appelé des commémorations. C'est des célébrations pour les francophones, ça n'était pas nécessairement des célébrations pour les peuples autochtones qui étaient au Canada avec l'arrivée de Samuel de Champlain, mais le 400e anniversaire de l'arrivée de Samuel de Champlain qui est un moment vraiment marquant dans la francophonie ontarienne. C'est là, les Français sont allés dans le coin de Penetanguishene, c'était pas Penetanguishene dans le temps, mais qui a rencontré le chef Wendat Huron, et de là découle cette commémoration à travers toute la province de l'Ontario. L'AFO a su aller chercher des fonds pour assurer qu'il y ait des activités un peu partout dans la province. La ville de Penetanguishene, où les gens de cette région-là ont mis le paquet, sont allés chercher des subventions importantes aussi pour la transformation d'un parc riverain. Si jamais vous avez la chance d'aller, moi je vous conseille d'y aller l'été, au parc riverain à Penetanguishene où il y a une statue de Samuel de Champlain qui rencontre le chef autochtone. Il y a des statues de joueurs importants aussi. À ce moment-là, la statue est géante. Je pense qu'elle a 20 pieds. Il y a aussi d'autres éléments historiques du temps, l'astrolabe de Champlain. Il y a un astrolabe de 20 pieds de haut qui a été construit dans le parc aussi. Mais à travers toute la province, des activités et hors de la province. Une des choses que l'AFO avait réussi à faire, c'est aller chercher des fonds pour assurer des activités en Ontario, mais on est allé chercher des fonds aussi pour faire un peu de travail à travers le Canada et on avait un genre de kiosque interactif qui était un genre de vidéomaton que les gens pouvaient s'enregistrer dans le canot à ce moment-là, qui ont eu la chance. Et ça, on est allé à Québec, on est allé à Chéticamp, au Nouveau-Brunswick. Il y a eu des visites aussi du vidéomaton à travers la province de l'Ontario, mais c'était là qu'on a commencé à tisser des liens avec les francophones hors Québec. Je veux dire, il y en a à travers l'histoire franco-ontarienne, à travers la FCFA et d'autres, mais c'est là qu'on a connecté particulièrement avec la Ville de Québec. Il y avait les Fêtes de la Nouvelle-France qui sont devenues un partenaire important de l'AFO autour du 400e. Vous savez, une des choses qui a été construite pour le 400e, c'est une genre de statue géante de Samuel de Champlain. C'est pas une statue, je devrais dire, c'est une genre de marionnette de 24 pieds de haut, si je me rappelle bien, qui fait partie de la parade des Fêtes de la Nouvelle-France à tous les ans dans la Ville de Québec. Ça, c'est un festival magnifique si jamais vous avez la chance. Et je ne sais pas si vous êtes des gens qui écoutent, si vous êtes déjà allés à la Ville de Québec, vous connaissez les portes d'entrée qui sont immenses. Samuel de Champlain rentre juste en dessous de dans cette entrée magnifique en pierre à la Ville de Québec. Donc, c'est un legs qu'on laisse là. Samuel de Champlain nous appartient toujours, mais c'est la contribution de l'Ontario aux Fêtes de la Nouvelle-France tous les ans, parce que Samuel de Champlain a une carte de l'Ontario sur ses vêtements qui sont là. Alors ça, c'est des célébrations du 400e anniversaire de la présence française célébrations. en Ontario. Puis je trouve qu'on a commencé comme communauté à être un peu plus fiers d'être francophones. On oublie, tu sais, on a dit avant, c'est important d'avoir du fun, mais des fois, on oublie d'avoir du fun.
Et aussi de se souvenir de l'histoire de cette présence francophone et bâtir aussi nos racines là-dessus. C'est intéressant de savoir d'où l'on vient, en tout cas du point de vue linguistique, même si on vient des quatre coins du monde et si on vient d'arriver au Canada et en Ontario, c'est quand même très intéressant de connaître un petit peu cette histoire de la présence francophone en Ontario. Ça, c'était le versant positif, j'allais dire, qui nous a rassemblés ces célébrations du 400e. Ensuite, un autre événement dont on va parler nous a rassemblés de nouveau, mais là, j'allais dire, c'est un événement qui malheureusement reste dans la mémoire par l'onde de choc qu'il a créé, mais aussi parce qu'on y a beaucoup perdu, entre guillemets. Je veux parler évidemment de ce fameux jeudi noir, comme on l'a appelé, et c'était en 2018, et du mouvement de la résistance qui s'en est suivi et qui là aussi nous a en quelque sorte soudés de nouveau. Absolument. Au mois de novembre, je pense que c'était le 15 novembre Ouais. 2018, le gouvernement de l'Ontario, dans une mise à jour économique, a arrêté le projet de l'Université de l'Ontario français et a arrêté, tué le commissariat aux langues, le commissariat aux services en français de l'Ontario. La réaction dans la communauté, la réaction de la foule, après qu'on a récupéré du choc de cette coupure-là, la communauté s'est ralliée comme je ne l'ai jamais vu se rallier. C'était un moment fascinant. Je pense que ça va toujours rester un des moments vraiment importants. Le highlight, comme on dirait, de ma carrière, c'est de voir la communauté se souder derrière la FO. Et la FO avait très rapidement convoqué des leaders franco-ontariens, une rencontre où on a parlé comment est-ce qu'on va réagir à tout ça? Puis tout le monde était, c'est votre travail, la communauté est derrière vous. On va vous suivre. Et en dans 2 semaines, on avait demandé des manifs. Tu sais, quand on pense à l'histoire de l'hôpital Montfort, ça a pris, je pense, 1 an et demi avant qu'il y ait une manifestation. Nous, 2 semaines plus tard, on a une manifestation. La FO annonce des manifs dans plusieurs communautés en Ontario, sans savoir qui. Puis je vais te conter un secret. On ne savait pas qui allait les organiser. On se doutait que les gens locaux, nos organismes locaux s'organiseraient, mais nous, on a dit, il va y avoir des manifs, en avant des bureaux des députés conservateurs dans les municipalités suivantes, incluant Tobacco, bureau de Doug Ford. Et les groupes, puis tu sais, quand je parle des tables de concertation avant, puis le travail de souder, d'avoir une confiance entre nous, de pouvoir collaborer, les gens, on recevait des appels en dedans de 15 minutes qui disaient « Je vais m'occuper de celle-là, je vais m'occuper de celle-là, notre organisme va s'occuper de celle-là. » Et toutes les manifs ont été couvertes de cette façon-là. Et nos auditeurs, s'ils s'en souviennent, en 2018, les radios communautaires de tout l'Ontario se sont elles aussi mobilisées pour couvrir tout ça en commun avec des émissions qui ont été retransmises en direct sur toutes les radios communautaires de l'Ontario. Donc, c'était aussi un grand moment là, de radio sur le terrain et un grand moment de mobilisation pour une cause qui évidemment nous semblait complètement injuste. Qu'est-ce que tu retiens au-delà de cette mobilisation et de ce formidable moment de communion de la communauté? Où est-ce qu'on en est maintenant dans ces coupures? Évidemment, l'Université de l'Ontario français, on va en parler après. Le commissaire au service en français, malheureusement, la solution qui a été trouvée est peut-être un petit peu moins représentative. On va en parler aussi. Quel est ton sentiment sur le post-mortem, en quelque sorte, de ce jeudi noir? Sur le post-mortem, tu sais, des fois, il y a des choses qui se passent qu'on ne s'attend pas, mais qui deviennent des moments historiquement importants dans la francophonie ontarienne. Je crois que le mouvement de la résistance, les manifs du 1er décembre 2018 vont rester un de ces moments-là. Il y avait quand même entre 15 000 et 16 000 personnes
qui étaient dans les rues un 1er décembre, Dieu merci qu'il faisait beau ce jour-là, mais dans des manifs à travers la province. Puis c'était pas juste des francophones qui étaient dans ces manifs-là, il y avait des francophiles, des alliés aussi qui étaient là. Je sais que devant le bureau de M. Ford, il y avait 300 personnes à Etobicoke devant ce bureau-là, puis des manifs importantes à travers la province. C'est certain que la grosse manifestation de 5-6 000 personnes a eu lieu dans la région d'Ottawa. C'est celle-là que RDI avait décidé de mettre sur les ondes de RDI. Mais ce mouvement-là a réallumé la flamme de la francophonie ontarienne. Oui, on était fiers d'être francophones, mais tout d'un coup, on avait été insultés un petit peu par les propos du gouvernement. Un gouvernement qui a quand même, je dois dire, depuis vraiment recentrer ses efforts et qui fait des choses très structurantes pour la communauté franco-ontarienne. Alors justement, est-ce que tu considères que cela consiste en une sorte de victoire pour notre communauté? Je crois qu'il y a une victoire pour la communauté. Je crois qu'il y a une victoire pour l'Ontario aussi là-dedans. La francophonie ontarienne a démontré, puis peu importe si on avait des familles qui étaient là depuis 400 ans ou des gens qui venaient d'arriver la semaine avant, peu importe, des francophones de l'Ontario se sont levés. Les francophones de toute couleur, de toute culture se sont levés pour dire non, la francophonie, c'est important en Ontario. Nous, on tient à nos institutions, on tient à nos services, on tient à être respectés comme communauté franco-ontarienne, comme communauté francophone de l'Ontario. Et à ce niveau-là, je trouve qu'on a, depuis ce temps-là, tous les partis politiques, incluant celui du gouvernement, je pense qu'il y a un respect qui est là, qui n'était pas là avant. Puis j'espère que ça continue parce que je vois les progrès. Je voyais des progrès même avant 2018 puis la résistance, mais on voyait des progrès. Des progrès envers le français à Queen's Park, envers la reconnaissance publique. Mais ça a été un moment vraiment historique. Puis, je regarde des choses que Mme Mulroney, comme ministre des Affaires francophones, fait depuis, sont très structurantes. La création de la Fédération des gens d'affaires, de vouloir investir. Elle est allée elle-même au sommet de la francophonie en Tunisie il y a quelques mois. Elle est très impliquée. Je pense que la communauté l'apprécie beaucoup, mais on voit que le gouvernement est à l'écoute des francophones et le gouvernement est beaucoup plus à l'écoute de l'AFO que les gouvernements l'étaient avant. Quelque part dans la transition de l'ACFO provincial à l'AFO, il y a eu des années où notre poids politique n'a pas été ce qu'il pouvait l'être dans le passé, mais je pense que notre poids politique est revenu. Et à ce niveau-là, je ne veux pas dire que c'est une bonne chose, la résistance, mais c'est une des choses qui découle de cette résistance-là. Tu as posé la question, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu un commissariat indépendant, mais on a quand même une commissaire aujourd'hui qui fait un bon travail, qui est au sein du bureau de l'Ombudsman. Il faut dire que les ministères ont tendance à beaucoup écouter le bureau de l'Ombudsman. Ils ont un peu plus peur du bureau de l'Ombudsman, qui aurait peut-être eu peur d'un bureau de commissaire. Mais on voit un style de commissaire qui est très différent de la part de Mme Burke qu'on avait de M. Boileau avant. Et donc, je sais qu'il y en a qui comparent, mais c'est deux styles très différents et je sens qu'il y a toujours une volonté et énormément de travail qui se fait pour avancer les choses francophones au sein du gouvernement. Alors, passons, si tu veux, Peter, parce que on pourrait parler beaucoup encore, je suis sûr, du Jeudi noir, mais on va continuer sur les accomplissements et les notes positives. Oui. Et certainement, ce qui a été une des plus grandes révolutions dans notre communauté ces dernières années, et en particulier pour nous à Toronto, c'est l'Université de l'Ontario français. Je sais que vous avez eu évidemment des batailles de longue haleine pour aider à voir émerger cette université. Quels sont tes principaux souvenirs là-dessus? C'est drôle, je parlais avant de mes années à Direction Jeunesse où j'ai participé beaucoup aux batailles pour avoir des collèges.
après la bataille pour les collèges, on commençait à parler d'université. Puis moi, depuis mon jeune âge, j'entendais dans les réseaux de jeunesse des gens parler d'université francophone en Ontario. Puis je suis très fier qu'on avait réussi à aller chercher cette université-là sous le gouvernement de Mme Wynne. Oui, il y a eu un recul, mais on était quand même assez créatif. On a réussi à aller retourner chercher l'université avec les appuis du gouvernement fédéral, aujourd'hui aussi avec l'appui du gouvernement provincial. Et ces institutions-là deviennent instrumentales. Les francophones du Sud, la démographie a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis que je suis jeune. C'était la région avec la plus petite population francophone. Tu avais la masse francophone à Ottawa, dans l'Est ontarien, la deuxième masse la plus importante dans le Nord. Et dans le Sud, il y avait des communautés, mais des communautés qui étaient loin, qui avaient accès à moins de services, etc. Donc, d'avoir des institutions, particulièrement à Toronto, devient quelque chose de très important. Puis l'arrivée de l'université va donner ça. Ça va prendre du temps. On comprend que couvrir une université, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. La plupart des universités en Ontario existent depuis une centaine d'années, une cinquantaine d'années. Donc, il y a du travail à faire, mais je crois qu'à moyen long terme, ces institutions-là deviennent vraiment essentielles. Puis l'université va rayonner à Toronto, mais elle va rayonner auprès du gouvernement, mais elle va aussi rayonner sur la scène internationale parce que l'économie canadienne, beaucoup, beaucoup basée à Toronto. Vous le savez, vous vivez à Toronto, mais c'est souvent le pouvoir économique qui est là. Et ça, si on va être capable d'utiliser ça comme levier pour nous aider sur la scène internationale, sur la scène nationale, c'est des choses qui vont nous aider à long terme. Moi j'ai confiance que l'université va devenir beaucoup plus grosse un jour, mais qui va aussi va former des gens du Centre-Sud-Ouest, mais qui va aussi avoir un impact à plusieurs autres niveaux comme institution. Puis tu sais, depuis qu'on a eu l'UOF, l'université de Hearst, qui était sous l'Université Laurentienne, est devenue indépendante et a maintenant sa charte, elle aussi. L'Ontario français qui n'avait pas d'université il y a 10 ans, en a 2 maintenant qui ont leur charte, qui sont indépendantes. Et je crois sincèrement dans la prochaine année qu'on va voir une 3e université qui est celle de l'Université de Sudbury, dans la région de Sudbury. Avec tout ce qui s'est passé à la Laurentienne, je crois que les francophones n'ont juste plus confiance dans l'Université Laurentienne, n'ont plus confiance dans ce modèle bilingue-là. Et qui vont demander une institution pareille pour les francophones qu'on va éventuellement avoir. On va en avoir eu 3 universités entièrement francophones pour qui se joignent à nos deux collèges. Donc, ça devient des éléments très importants de structures, d'institutions qui viennent aider à pérenniser notre communauté. Parle-moi, pour terminer, Peter, et puis après, on va recentrer sur toi pour vraiment boucler la boucle, mais le chantier, j'imagine, sur lequel vos yeux sont rivés actuellement, c'est la loi de modernisation des langues officielles. Est-ce que, ça a pris un peu de retard, et puis j'imagine qu'il y a de nombreux ajustements encore qui attendent, mais tu es confiant sur le fait que cette loi va nous aider à véritablement moderniser les services en français? Bien, il y a 2 lois qui ont été modernisées, sur lesquelles le gouvernement fédéral et provincial travaillent. Je veux vraiment mentionner que le gouvernement de l'Ontario s'était engagé, tous les partis s'étaient engagés avant l'élection de 2017, je pense, de moderniser la loi sur les services en français, chose que Mme Mulroney a fait. Je crois qu'elle nous a donné une loi qui a beaucoup plus de dents qu'elle avait avant et une promesse, et c'est écrit dans la loi qu'on doit la réviser aux 10 ans. Elle travaille maintenant sur les règlements et il y a des choses intéressantes dans les règlements. Vous savez que la réglementation en Ontario est maintenant la plus forte en termes d'offres actives. Ça veut dire que quand on va chercher des services en français au sein d'un bureau gouvernemental, on doit nous offrir des services en français, on ne doit pas nécessairement les demander. Il y a une période de transition pour entrer en vigueur, mais ça s'en vient. Et chapeau à Mme Mulroney d'avoir fait ce travail-là. Là, au niveau fédéral,
Ça fait à peu près 6 ans qu'on parle de modernisation de la loi des langues officielles. On a vu une première tentative de Mme Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, ministre des langues officielles, excusez, qui a été un peu défait par une élection. Mme Petitpas-Taylor qui arrive comme ministre des langues officielles, qui relance le projet. Et je crois qu'on n'est pas loin. Le projet est en deuxième lecture en ce moment. Le projet est au comité des langues officielles qui fait ses recommandations. Il devrait retourner au Parlement d'ici la fin du mois de mars et qui va ensuite aller au Sénat pour révision et ensuite revenir à la Chambre des communes. On devrait avoir une loi s'il n'y a pas d'élection, parce que c'est toujours une possibilité dans un gouvernement minoritaire d'avoir des élections, on devrait avoir une loi sur les langues officielles adoptée d'ici la fin de l'année 2023. Je reste confiant, je crois que ça va aider. Il y a des choses intéressantes qui sont dans la nouvelle loi qui devraient aider les services en français au niveau du gouvernement fédéral, mais il y a des éléments importants aussi au niveau du plan d'action sur les langues officielles. On voit le gouvernement fédéral a reconnu que le français, il est plus menacé au Canada que l'anglais. Nous, comme francophones, c'est très évident, mais pour un gouvernement, c'est quand même un gros pas de dire le français peut-être est en plus grand danger que l'anglais au Canada. C'est sûr que ça crée un peu de frustration avec les communautés anglophones au Québec, mais cette reconnaissance que le français est vulnérable, c'est un bon pas et j'espère voir les investissements du gouvernement fédéral justement pour adresser ces questions-là. Le nouveau plan d'action aux langues officielles devrait être déposé environ 4 semaines après le prochain budget fédéral. So, d'ici mai, juin, on devrait avoir une indication forte de comment le gouvernement fédéral va adresser toute cette question-là de service, le financement de nos organismes, le financement de nos institutions, comment le français peut être rehaussé dans la vie de tous les jours des Canadiens à travers tout le Canada. Il y a des choses intéressantes. J'ai très hâte de voir si on écouté toutes nos recommandations ou pas. J'ai bien hâte aussi parce que évidemment on est attaché de cœur à notre langue, mais je pense que les gouvernements doivent comprendre que le français au Canada et plus particulièrement en Ontario peut-être est une richesse incroyable, financière, une richesse économique, une richesse culturelle bien évidemment, une richesse touristique pour notre pays et pour l'international. C'est un potentiel extraordinaire qui est certainement encore bien sous-exploité et qu'on aurait intérêt à développer. Guillaume, tu as parlé de la contribution économique, puis je veux dire, une des choses que l'AFO a fait avec la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario, c'est de faire un livre blanc sur l'économie franco-ontarienne où on a cherché des statistiques. Puis, on a tombé sur le chiffre de, savez-vous, il y a 30 000 entreprises francophones franco-ontariennes dans la province de l'Ontario. Et ça, on parle d'entreprises, on parle de corporations. On ne parle pas d'individus qui travaillent, des travailleurs autonomes qui travaillent à contrat. Ça, c'est un autre 20 000 si tu rajoutes aux 30 000. Mais la contribution économique des francophones en Ontario à cause de ça est de 80 milliards de dollars par année à l'économie ontarienne. C'est des chiffres qui sont absolument incroyables. Les chiffres étaient plus hauts que je m'attendais. Mais sont peut-être sous-estimés quand même parce que c'est difficile des fois de savoir c'est qui un francophone puis qu'est-ce que tu fais. Mais si tu rajoutais le chiffre des travailleurs autonomes, des gens qui travaillent à contrat, qui sont aussi des entreprises, mais qui travaillent sous leur propre nom, la contribution économique des francophones de l'Ontario doit être encore plus importante. Et ça devient des leviers importants parce que ça, c'est le type de choses que le gouvernement dit. OK, il y a une contribution importante. Puis quand l'AFO parle au gouvernement d'ouvrir des nouveaux marchés à l'international, d'utiliser l'OIF comme levier pour développer des nouveaux marchés, pour créer des nouvelles relations d'affaires, il y a plus d'écoute. Puis il n'y a pas juste l'AFO qui le dit, il y a la Fédération des gens d'affaires, les autres organismes économiques. Mais il y a une écoute et il y a une reconnaissance de l'importance que ça joue au sein de l'économie ontarienne. C'est pas juste la culture, là. Tu sais, il y a des choses dans toutes les sphères ontariennes.
Le français, c'est un atout indéniable. On ne cesse de le répéter sur nos ondes. Nous, on le sait, J'espère il que faut le le dire aux message Anglais des passe. fois. Oui, il faut le dire. Peter Dominic, merci beaucoup de t'être prêté à ce jeu du portrait. Pour terminer en un mot, quels sont les chantiers principaux sur lesquels tu te penches en ce moment ou sur lesquels tu vas te pencher dans les mois qui viennent? Et puis, quel serait ton rêve pour la communauté francophone à l'avenir? Je te dirais que les chantiers d'importance pour la FO en ce moment, c'est le dossier de santé en Ontario. On a reçu un mandat des membres de concentrer plus, alors que la santé en Ontario est très fragile. Il y a des opportunités pour améliorer les services de santé en français à la population. L'autre dossier que je regarde beaucoup, c'est le dossier de l'international. C'est quoi les liens que... Parce que vous savez, on a un plan stratégique communautaire en Ontario. Le plan stratégique communautaire en Ontario, il y a une phrase qui dit, moi je reste collé à cette phrase-là, que la francophonie ontarienne rayonne au niveau national et international. Et ça, le travail de l'AFO, c'est pas de faire toutes ces choses-là, mais de s'assurer que les membres, que les groupes à travers la province, que les gens ont la possibilité de faire ces choses-là. Et on a mis en place un comité consultatif sur l'international. J'ai beaucoup espoir qu'au cours des prochaines années, la francophonie ontarienne va jouer un rôle beaucoup plus important au niveau international et sur la scène mondiale au niveau économique. Et ça va rapporter encore plus à l'Ontario, ce qui va nous aider encore plus comme communauté. C'est un des grands dossiers pour moi. Je te dirais que c'est les deux. Ça, le financement de nos organismes, parce qu'avec le dossier de l'immigration, toutes les nouvelles personnes qui viennent en Ontario, et il y a une demande d'augmenter considérablement l'immigration francophone en Ontario. On sait que beaucoup de gens viennent s'installer dans la région du centre-sud-ouest. La région qui va, d'ici quelques années, avoir la plus grande concentration de francophones dans la province de l'Ontario. Il faut s'assurer qu'il y a des services, qu'il y a des centres culturels, qu'il y a toutes sortes de choses pour ces populations francophones-là, parce que c'est une chose de faire venir des francophones au Canada puis en Ontario, mais il faut les aider à rester francophones une fois qu'ils sont ici. Il faut les attacher à notre communauté. Faut qu'eux aussi deviennent des francophones de l'Ontario, des franco-ontariens, des franco-ontariennes qui sont aussi fiers que nous, parce que tout ça apporte un dynamisme à la communauté franco-ontarienne. Je pense que ça nous a donné, ça allume le feu dans les petites communautés quand on voit des gens arriver parce que les gens étaient fatigués de se battre. Puis là, tout d'un coup, il y a de l'aide, il y a des appuis, il y a des gens qui sont là pour aider et tout ça, ça transforme nos communautés culturellement, linguistiquement et tellement d'une belle façon. Protéger et développer l'atout indéniable qu'est la francophonie en Ontario, et ben c'est le mandat de l'Assemblée de la francophonie et le credo de son président, son directeur général, mon invité aujourd'hui, Peter Dominic. Peter, merci beaucoup. Merci beaucoup, Guillaume, puis merci beaucoup aux auditeurs qui ont écouté aujourd'hui.